c'est docteur Anita Ngombi. Je suis praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Benoît à l'île de la Réunion. Euh, je suis dans cet hôpital depuis 2019 et je pratique plus l'imagerie ostéo-articulaire et l'imagerie de la femme. Voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à ajouter, mais je crois que c'est bon pour une présentation. Merci, docteur Merci. Anita. Bonsoir. Est-ce que Merci. les pénalistes sont là, docteur Kassoro? Oui, je suis là. Bonsoir, docteur. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir, docteur Marie-Bila. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis docteur Aline Kassoro. Je suis spécialiste au département d'anatomie pathologique des cliniques universitaires de Kinshasa, la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Je suis superviseur dans le service de neurogynécopathologie. Merci, docteur. Bonsoir. Alors, le Bonsoir. docteur Anabila. Oui, bonsoir. Docteur Anabila est là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, docteur. On a souvent tendance à vous confondre avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis gynécologue obstétricienne. J'ai été formée à l'Université catholique de Louvain et je suis à Kinshasa depuis 2009. Et je travaille en privé, dans des cliniques privées à Kinshasa. Voilà. Merci, bienvenue tout le monde. Alors, docteur Anita, vous pouvez commencer votre présentation. Merci. Merci pour la parole, docteur Bida. Euh, je veux préciser une chose. Aujourd'hui, c'est le dernier jour sur l'imagerie de la femme. Donc, je me suis basée sur les cas cliniques, mais aussi sur certaines astuces quand on fait la pratique de l'imagerie pelvienne, de l'imagerie de la femme. Sauf, il n'y a pas des cas cliniques en ce qui concerne les pathologies carcinologiques. Il y a que des pathologies qui sont concentrées sur l'utérus, donc l'endomètre, le myomètre, et puis les annexes, donc l'ovaire. Donc, tout ce qui est cervical, tout ça, j'en ai pas parlé et que vous verrez, il y aura les cas cliniques et puis il y aura certains rappels pour qu'on puisse bien approfondir notre pratique professionnelle et avec l'apport du gynécologue docteur Anabila et le panéliste, j'ai oublié, euh, il va nous aider du point de vue anatomopathologique pour certaines pathologies. Donc, je vais commencer. Un premier cas clinique qui est facile. D'abord, comme on avait dit lors du prochain bilan, qu'il fallait toujours avoir des éléments cliniques devant un examen. Donc là, je suis devant une patiente de 35 ans qui se présente pour des douleurs pelviennes chroniques avec antécédent de myectomie. On recherchait des varices. Donc, à côté, je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ma souris? Vous voyez la souris ou pas? Vous m'entendez? Vous voyez la souris? On vous attend, puis Oui, on... on vous entend. Et on la Vous voit. voyez la souris? Ah oui, vous Oui, la oui. voyez. OK. Donc, je montrais que là, on a toujours un questionnaire qui est là pour poser des questions parce que certains patients qui viennent, on ne connaît pas, ils viennent avec un examen sans renseignement clinique et ce questionnaire, ça nous aide. Donc, il serait mieux dans la pratique de mettre des questionnaires comme ça peut toujours vous orienter. Par exemple, cette patiente de 25 ans, on voit bien qu'il n'a pas de douleur. Oh là là. Excusez-moi, j'ai fait une gaffe. Oui. Oh là. Excusez-moi, j'ai fait une. Je ne sais plus comment revenir. Comment je dois revenir là? on voit votre écran. Donc, il faut juste cliquer sur le Ah, PowerPoint qui est devant vous, là. de quoi? Cliquez sur la présentation, ça va faire passer à l'image Je, suivante. Ah, ok. Ah, ok. Donc, excusez-moi pour cette.
Donc voilà, on pose des questions pour voir si la personne a eu déjà des opérations, s'il a eu combien d'enfants, s'il y a eu il a des douleurs pendant les rapports, il a donc ce sont des questionnaires qui orientent certaines sur certaines pathologies. Cette jeune patiente, si on regarde bien son examen, bon, malgré qu'il a eu une myomectomie, on n'a pas de varices pelviennes. Quand on regarde, on a seulement qu'un myome et qu'un myome qui est une formation nodulaire en hyposignal, comme vous le voyez bien, qui est au sein du mur myométrial, qui est interstitiel et qui n'est pas rémanié du tout, qui est un signal fibreux, qui est en hyposignal T2, qui est rassurant. Je ne vous ai pas mis la diffusion, ni les autres séquences, mais soyez-en sûrs vraiment qu'il n'y avait rien et que c'était un myome interstitiel qu'on dit type 4 au niveau antérieur de l'utérus. Le deuxième cas clinique, c'est une patiente pardon, de 45 ans qui est venue nous consulter pour caractérisation des myomes. Vous voyez, cette patiente, elle a un utérus qui est polymyomateux et quand vous interprétez des cas comme ça d'utérus polymyomateux, parfois on est un peu embêté, on s'est dit comment est-ce qu'on va l'interpréter parce que la dame a beaucoup de myomes, il faut être systématique. Être systématique, c'est-à-dire que il faut dicter d'abord les myomes qui peuvent poser problème dans les myomes qui sont les types 0, type 1, type 2, type 3, qui sont très importants. Je vais vous expliquer dans la classification de la diapositive suivante. Et c'est ça qui est vraiment important. Et les myomes qui sont interstitiels, il faut les voir aussi comment ils sont. Et il faut voir aussi le signal de myome. Le signal de myome, comme on sait, ils sont en hyposignal T1, en hyposignal diffusion. La cartographie, c'est pas vraiment surtout, pas du tout conseillé en cas de myome, mais on peut toujours faire pour le diagnostic différentiel avec le sarcome. Et la crainte qu'on a, c'est surtout le sarcome. Donc, cette dame, vous voyez bien, il avait un myome qui était sous-muqueux, qui prenait presque la cavité. Elle avait un deuxième myome qui était encore sous-muqueux, tandis que d'autres myomes étaient interstitiels et d'autres, ils avaient un dôme sous-serin. Donc, quand on regarde les signaux de ces myomes, ils ne sont pas inquiétants, ils sont en hyposignal T2, ils sont rassurants. Donc, ce sont des myomes sans critères péjoratifs en IRM. Mais le problème, c'est que quand vous voyez tous ces myomes-là, il faut faire attention. Il faut examiner aussi les annexes. Donc, on essaie d'analyser les annexes. Vous voyez l'annexe à gauche, il y en a un ovaire normal avec des follicules, rien d'inquiétant. L'ovaire à droite, je ne l'ai pas mis ici, mais on le voyait quelque part. Il était aussi normal, il était bien. Donc, j'ai fait mon compte rendu disant que non, j'ai un utérus polymyomateux avec plein de myomes qui est des caractéristiques rassurantes, sans caractère péjoratif, sans atypie, sans rémanier, tout ça, j'ai dit non. Mais en regardant mon deuxième lecture, là, avant de valider le compte rendu, en regardant minutieusement, effectivement, si vous regardez la séquence d'en bas où j'ai mis ma souris là, le T1 et le T1 FATSAT, on voit un implant hémorragique qui est en hypersignal T1 sans et avec saturation de la graisse. Et quand vous suivez l'endroit où ça se trouve là où il y avait le myome. Donc, cette dame de 45 ans, elle avait aussi un petit endométriome ovarien gauche. Donc, la leçon, c'est que il faut savoir que les myomes peuvent être associés à d'autres pathologies. Donc, quand on a les myomes, on peut avoir aussi de l'endométriose, tout ça. Donc, il faut savoir vraiment bien rechercher. Moi, j'étais concentrée sur ce qui tape à l'œil dans l'utérus polymyomateux. Et les ovaires, j'ai regardé vite, j'ai dit, bon, je vois l'ovaire qui est là, je vois l'ovaire qui est là, j'ai du liquide dans le Douglas, c'est normal. Et puis, avant de signer, je regarde, je dis, non, il y a quelque chose. Donc, la dame avait aussi un petit endométrium ovarien gauche. Le troisième cas, c'est une patiente de 47 ans, G2, P2, donc deux enfants, deux grossesses. C'est une dame qui avait une masse, qui nous avait consulté parce qu'elle avait une masse. Vous voyez même le compte rendu, ses caractérisations d'une masse. Le collègue qui l'a interprété, elle avait du mal. Elle se disait, cette masse, je la trouve qu'elle est hétérogène. Elle est hétérogène et qu'il y a des endroits qui se rehaussent après injection, mais il y a des endroits qui sont en hyposignal. Est-ce que c'est un myome? Est-ce que c'est un ovaire? Elle avait vraiment du mal. Et pourtant, c'est qu'on sait, pour les ovaires, quand vous avez du mal à voir les ovaires, il faut suivre le pédicule lombo-ovarien. Et quand vous le suivez jusqu'au niveau pelvis, si pour le pelvis, ça peut être ovarien. Donc, il nous a montré le sujet. Si vous regardez ce cliché-là que je montre là, on voit les ovaires et les vaisseaux qui sont là. Et à côté, on se dit que cette place doit être ovarienne. Quand on regarde l'utérus de cette femme, elle a un utérus qui paraît normal, avec un myomètre
qui est un peu saine, mais en dehors, on voit quand même la masse qui est là. On s'est dit, cette masse, elle a l'air être un peu rassurante en T2. Mais quand on regarde les séquences en diffusion, on dit que non, c'est quand même rassurant, c'est un hypo. Mais la dame, elle a fait son compte rendu, on a décrit, on a parlé que non, c'était une origine ovarienne au rad 4. Donc, l'ovaire droit, on a dit au rad 4, pourquoi? Parce qu'il y avait une position tissulaire qui s'est rehaussée, elle avait fait une courbe. Mais la courbe, elle était quand même un peu rassurante. Mais on s'est dit, non, vu que c'est rehaussé, c'est hétérogène, ça peut être une masse ovarienne. Et quand vous dites masse ovarienne, donc direct que ça signifie qu'on doit l'opérer. Ça dépend c'est quel ovaire, c'est aura 3, aura 4, aura 5. Donc ce aura 2, là, il ne touche pas. Ça commence à aura 3, il commence quand même à voir s'ils doivent opérer ou pas. Et au final, on a regardé les images, on s'est rendu compte que non, ça avait l'air d'un fibrome et que ces fibromes, il avait des noyaux fibromatoires qui communiquaient même avec le myomètre et qui avait quand même un rehaussement par rapport au myomètre qui était pareil. Donc, on s'est dit, cette masse-là doit être un myome de fibre 7 pédiculé et qui avait un contingent cellulaire sans atypie. Donc, on a eu les réponses, il a eu une celluloscopie et le chirurgien, le gynécologue nous a répondu qu'effectivement, ce n'était pas un ovaire, mais c'était bien un fibrome pédiculé. Le cas numéro 4, c'est une patiente de 51 ans qui est venue pour caractérisation des kystes ovariens bilatéraux dont il avait une échographie qui était incomplète. Et c'est une femme qui a eu 5 grossesses, 5 enfants et qui était sous contraception, qui présentait des métrorragies. Il n'y avait pas d'antécédent de chirurgie ovarienne ou utérine, il n'y avait pas de dyspareunie. Donc, quand on a fait l'échographie, on n'a pas vu, pardon, l'IRM, on n'a pas vu des kystes des ovaires, sauf qu'au niveau à gauche, il y avait une sorte de follicule dominant. Je n'ai pas mis l'image parce que j'ai pris les images qui avaient d'intérêt. Au contraire, on voyait qu'il y avait un myome qui était fibrosé, qui était intracavitaire. Et à part ce myome-là, elle avait un autre myome qui était au niveau myométral, mais qui n'était pas très homogène. Mais quand on a injecté, on a vu que le rehaussement était typique tel que le myomètre. Donc, ça a été classifié comme des myomes normaux sans critères péjoratifs en IRM. Donc, un point sur les myomes. Les myomes, vous savez, ce sont les léomyomes utérins, des tumeurs qui sont très fréquentes. Il y a une prolifération tumorale bénigne myoblastique au sein du myomètre. C'est fréquent, 20% des femmes de plus de 30 ans. Et ça donne des saignements gynécologiques, pesanteurs pelviennes, des douleurs pelviennes, l'infertilité. Et ils peuvent être multiples, comme on a vu là des utérus polymyomateux. Le traitement, si c'est symptomatique, le traitement, la première intention, c'est médical. Je crois que le gynécologue, là, il va nous donner plus de précision. Donc, médical. Et la deuxième intention, c'est la chirurgie. Nous, les radiologues, on nous envoie souvent pour caractérisation tissulaire de ces myomes parce que les myomes peuvent se remanier, ils peuvent dégénérer. Donc, il faut savoir quand même quel protocole je dois faire en IRM. Donc, il y a les 3 plans T2 comme on fait d'habitude. Il y a d'autres qui font directement du 3D T2, ça dépend des constructeurs. Il y a un T1 sans avec saturation de la graisse et il y a la diffusion, il y a l'injection dynamique. Parce que, comme on l'a dit, les myomes peuvent être associés avec d'autres pathologies. Donc, il faut quand même prévoir injection dynamique, mais ça dépend. Quand vous avez les myomes qui sont en hyposignal, ils sont tout noirs en T2, ils sont noirs en diffusion. Ça ne sert à rien d'injecter, c'est rassurant, c'est fibreux. Mais quand vous trouvez que c'est remanié, il y a une hypersignal T1, les contours deviennent un peu irréguliers. Là, il faut injecter. Parce qu'on sait bien que les myomes peuvent donner des nécroses aseptiques lors de grossesse, ou bien on peut avoir des torsions aussi. La technique d'imagerie, c'est première intention, on sait que c'est l'échographie endovaginale. Et en deuxième intention, c'est l'IRM. Bon, on sait qu'il y a des limites pour l'échographie endovaginale pour les femmes, par exemple, qui n'ont pas encore connu d'homme. Donc, à ce moment-là, on est obligé de faire une IRM. L'IRM sert pour un bilan pré-thérapeutique avant embolisation, pour une caractérisation optimale, quand on a plus de 5 myomes, pour les myomes volumineux, et toujours pour les pathologies associées telles que le cancer de l'endomètre, l'adénomyose, et voir aussi ces myomes sur hypervasculaires ou des masses annexielles. Et en échographie, quand on a les myomes, ça c'est un cas qu'on avait eu des myomes en échographie, vous voyez bien, on voit qu'il y a un myome qui est sous-muqueux et qui est classé FIGO 3,
parce qu'il est intramural et il affleure un peu l'endomètre. Et il y a ce autre myome qui est le myome 5. Et en fait, je montre ces fibromyomes parce qu'il y a beaucoup qui pratiquent l'échographie à Kinshasa. Ça peut toujours leur aider dans leur pratique. Donc, le FIGO 5, qui est aussi adome sous-sereux, et dont la partie intramurale est supérieure à 50%. On a un autre myome ici qui correspond au même myome FIGO 3, vous voyez, ce qui est sous-sereux, qui est en dehors du myomètre. De l'autre côté, je montre aussi un autre fibrome. Ça, c'est un fibrome qui est ovarien, parce que vous savez bien, dans l'ovaire, on peut avoir des tissus fibreux, et dans ces tissus fibreux, on peut avoir aussi des fibromes. Le problème, c'est que quand on a ça, on est un peu embêtant, on se demande est-ce que c'est un fibrome, mais ça dépend encore, vous allez faire avec la sonde, vous le verrez bien, c'était bien un fibrome ovarien, mais la personne qui l'avait fait pensait à un fibrome utérin. Mais il n'était pas un myomyome, un léomyome, parce que la masse était en fait annexielle. Là, c'est un autre fibromyome, comme vous voyez, corporel, qu'on dit hybride 2,5, qui part de la sous-muqueuse jusqu'à la sous-sureuse. Et ça, c'est un fibromyome intracavitaire. Donc, le protocole habituel à l'IRM, je crois que j'en ai parlé, les 3 plans T2, tout ça, mais il faut bien connaître l'anatomie. L'anatomie dit que l'endomètre qui est là, avec le col, il faut connaître qu'il y a le myomètre interne et le myomètre externe. Donc, et entre le myomètre interne et externe, il y a toujours une limite qui doit être bien nette. Quand on voit que cette limite-là s'est mélangée, il faut faire attention, ça peut être de l'adénomyose, mais il faut mesurer le mur myométrial en antérieur et en postérieur. Et le myomètre interne, c'est ça qu'on appelle la zone jonctionnelle. Et le pelvis de la femme, quand vous regardez, il faut toujours regarder ces points-là qui sont très importants. Ce sont les espaces sous-péritonéales antérieurs entre la vessie et l'utérus, et puis postérieur que je n'ai pas mis ici, il faut toujours regarder, parce qu'il peut y avoir aussi des lésions associées dans les milieux. En bas, il y a 2 cas d'axial T1 et T1 FATSAT. C'était pour voir, la patiente avait des fibromyoses. C'était pour dire seulement que dans le protocole, il ne faut pas oublier de mettre ces séquences-là qui sont très importantes pour voir le signal de la graisse, le signal du sang, le signal hématique. Voilà. Et à l'échographie, on peut avoir aussi au scanner, on peut tomber sur un myome qui peut être calcifié. Ça peut toujours orienter comme cette patiente. Je me rappelle qu'elle avait une IRM, on ne comprenait pas très l'IRM. J'ai cherché les images, je n'ai pas trouvé. Mais on lui avait fait un scanner pour bien confirmer que c'était pour ce qu'on voyait, c'était des calcifications. Et on était obligé de faire un scanner derrière. Ce n'était pas obligatoire. Mais la personne qui avait fait l'échographie et l'échographie, on ne comprenait pas très bien l'image avec l'IRM. On s'est dit, on ajoute le scanner. C'était pour exclure un système myome si ce n'était pas un tératome, si ce n'était pas quelque chose de dermoïde. Et en bas, ici, on avait un utérus polymyomateux, comme on voit là, une masse myométrique qui est très volumineuse. Ci, c'est pour mettre un message qu'à l'échographie, quand vous avez des masses qui sont très, très volumineuses, parfois ça limite avec notre champ d'action avec l'échographe. Donc, parfois, on est obligé de faire une IRM. Donc, la masse était vraiment très, très volumineuse au scanner, d'où la dame, elle a bénéficié d'une IRM en complément qui a montré cette volumineuse masse, de contours quand même réguliers. Vous voyez, à l'intérieur, c'est tout noir, donc c'est fibreux, c'est rassurant. Le diagnostic différentiel des fibromes, c'est fibrome ovarien, comme on l'a dit dans le vert, les tumeurs de Brenner, l'adénomyome, les utérus pseudo-grandes unicoles, l'adénomyose utérine. Dans la classification, on a la classification qui parle que les léomyomes, on peut avoir des léomyomes qui sont apparentés, que j'ai dicté ici, que je n'entrerai pas dans les détails. Ça, c'est un autre cas qu'on avait eu de fibromyome. Vous voyez, j'ai mis plusieurs images. C'est une dame qui nous avait consulté et qui avait plein de fibromyome, comme je vous montre dans tous ces diapositives. Mais le problème, c'est que on a décrit les myomes, on s'est arrêté là parce qu'on a trouvé que c'était fibreux, c'était rassurant. On s'est dit que non, c'était un fibromyome, on s'arrête là. Et pourtant, la patiente n'avait pas que ça. La patiente avait, entre autres, il avait de l'endométriose profonde, que je n'entre pas dans les détails parce qu'il y a un chapitre où on va parler de l'endométriose. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui fait... Les myomes, le problème, c'est qu'il faut voir ces myomes parce qu'ils peuvent être dégénérés. Il y a des myomes qui sont simples, comme je vous ai dit là, en hypo T2, en hypodiffusion, et qui se rehaussent similairement comme le myomètre. Mais ces myomes, il peut avoir une dégénérescence hyaline et après post-embolisation. Donc, quand il a une
une dégénérescence hyalinique à propre stimulation, il est similaire, il agit comme le myomètre. On peut avoir une dégénérescence kystique, c'est-à-dire au sein du fibrome, on a des zones qui sont en hypersignal T2 et qui ne se rehaussent pas après injection. Ça peut être une dégénérescence kystique du myome. Et on peut avoir des dégénérescences myxoïdes. On a les myomes qui sont un peu hétérogènes, comme ça, avec des images en isosignal ou hypersignal T2. Et il y a des parties qui se rehaussent après injection. Et on peut le voir surtout dans des cas, on a eu un cas pareil et c'était comme ce cas ici, c'était un fibrome qui est vraiment à dôme sous-séreux et on avait vu un cas pareil qui était comme ça, c'était un fibrome de ligament large. Des dégénérescences cellulaires, on peut avoir aussi lorsque les myomes sont riches en cellules musculaires lisses, comme celui-là, on voit des contours réguliers chez cette patiente. Il est en isosignal hyper T2 et une hyperdiffusion avec un ADC supérieur à 1,2. Et après injection, vous voyez, il y avait un rehaussement intense après injection. Donc, le diagnostic différentiel, c'est avec le léomyosarcome, parce que le léomyosarcome, comme on verra après, ça donne des lésions. Avant le léomyosarcome, on va parler d'abord d'une nécrobiose. Le nécrobiose, vous voyez, c'est un infarctus hémorragique qui se traduit par des douleurs aussi pelviennes. On a une hypersignal T1 qui peut être diffus ou périphérique, et on a un signal hétérogène avec absence de rehaussement après injection. Mais on peut avoir des myomes aussi qui peuvent avoir un peu de graisse. Et les myomes qui ont un peu de graisse, on les appelle les lipoléomyomes. C'est-à-dire vous avez un fibrome là qui est volumineux et à l'intérieur, on a les Apparemment, il y a un problème de connexion. Il semblerait que la connexion soit partie. Ouais. Oh là là là. On peut attendre un peu parce que... Ouais. Et tout le monde m'attend. Oui, on vous attend, mais on a perdu docteur Anita. Je crois qu'elle doit se reconnecter. Ah, ok, c'est bon. Parfait alors. La modératrice, peut-être que les panélistes peuvent déjà commenter pendant qu'on l'attend revenir. Oui,
Allô, docteur Annabila. Oui, je suis là. Euh, je peux commenter déjà les 4 premiers cas cliniques présentés tout D'accord, à merci. l'heure. Donc, la première, c'était la patiente de 35 ans, douleur abdominale chronique. Il me semble sur les images que le myome FIGO 4 était assez petit, qu'il n'y avait pas de varices. Alors, bon, je reste toujours dans le questionnement. En général, quand on envoie vers l'IRM, c'est qu'on veut avoir un peu plus de réponses et surtout savoir quelle sera la prise en charge clinique. Mais là, on Je suis reste un peu sur revenue. notre faim. Donc, ah voilà, Je suis revenue. Je ne sais pas ce qui s'est je, passé. je- moi je reviens Ça plus s'est tard. déconnecté Ouais. complètement. Vous Il n'y a pas de m'entendez là? Je problème. sais même plus là. Je vous entends. Je sais même pas là où j'étais arrivée là. Vous aviez fini les cas Vous cliniques, je Les- parliez pense. du Ça veut dire lipomyome. Ah, l'hypoléomyome. pour Yeah. le Poléo, oui. c'est ça. Ouais. Docteur Là, vous Anita, voyez? Oui, vous voyez l'écran? non, il faut repartager l'écran. Et ce que Ah j'aurais bon, suggéré, c'est après ces cas ici, si on peut les commenter, et quand on finit les commentaires, vous présentez un cas, on commente, on passe à l'autre. Comme ça, s'il y a un souci technique, on aura déjà discuté les cas présentés. je n'entends plus rien. Vous m'entendez Allô? maintenant? Allô, oui? Allô? Vous m'entendez? Ah, oui, oui, on vous entend. Allô? J'ai l'impression que la connexion de Docteur Anita pose problème. Il m'a dit après, je fais quoi? Je sais pas pourquoi. Et pourtant, la connexion est bonne. Je sais pas. Je mets encore partager. Oui, il faut repartager l'écran. Vous partagez, vous cliquez sur partager sur Zoom. Et puis, ouais. Mais pourquoi ça coupe? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça coupe. Donc, j'étais sur l'hypoléomyome, hein. L'hypoléomyome. Ouais. Est-ce que là, vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement. Moi, je vous Ok, entends. ok. Donc là, j'avais fini le lipomyome et j'ai parlé de l'homéosarcome en fait. Donc, je disais que la hantise du radiologue, quand vous êtes devant des myomes qui sont pas atypiques, qui ne sont pas en hyposignalité de, comme j'ai dit, avec la diffusion rassurante, on est un peu embêté, on se demande si c'est pas dégénéré, s'il y a pas, si c'est pas un sarcome ou pas. Surtout si c'est pas vraiment en hyposignalité de typique. S'il a un signal intermédiaire, il est un peu remanié, on se pose la question. Donc, les léomyome sarcome, il faut savoir que ce sont les tumeurs malignes des cellules musculaires lisses qui sont rares. Il y a 1,3% de tumeurs. Le terrain, c'est plus fréquent les femmes ménopausées qui présentent des saignements gynécologiques. Ils ont des douleurs pelviennes, c'est souvent des lésions uniques, volumineuses, des contours réguliers, le signal est hétérogène et surtout des remaniements nécrotico-hémorragiques. L'ADC, il est important, en fait, il est inférieur à 0,8 pour le sarcome, tandis que le myome, on a vu que c'était supérieur à 1,2 et qui présentait un rehaussement intense après injection. Je disais que le diagnostic différentiel, c'est avec les myomes qui sont régénérés, qui sont les myomes cellulaires, qui se rehaussent aussi très intensement. Et ça pose parfois le diagnostic différentiel avec les sarcomes. Mais la différence est que dans les sarcomes, quand même, on a des c'est irréguliers, on a des remaniements nécrotico-hémorragiques, on n'a pas dans le myome cellulaire. Et qu'il y avait un protocole qu'il fallait faire comme le protocole habituel, donc le 3 plan T2, le T1 sans FATSAT, la diffusion, et la cartographie d'ADC et l'injection de gadolinium. Il y a une astuce pour retenir un peu ce qu'on voit dans les sarcomes, qui est BITER, B comme bord nodulaire irrégulier et comme non-rehaussement central. Le premier T comme un T1 hémorragique hétérogène, bon, pas toujours, hein, et puis T2 hétérogène intermédiaire, et E comme endomètre anormal, et R comme restriction en diffusion. Et là, c'est un résumé, mais c'est pour dire en gros que quand vous avez des adénomégalies avec des implants péritonéaux et quand il y a une grande taille des saignements, il faut faire attention, c'est souvent suspect.
Mais le problème, parfois, il faut se poser la question, est-ce que c'est un myome ou pas? Alors, ça nous aide la diffusion, la cartographie d'ADC, le rehaussement. Donc, il faut voir tous ces éléments-là pour essayer de différencier. Mais un hyposignal T2 d'une portion tissulaire, comme le myome, c'est tissulaire, et qu'en diffusion, c'est en hypo T2, c'est rassurant, c'est bénin, il ne faut pas y aller loin. Mais quand c'est rémanié, c'est intermédiaire et qu'il y a encore des ganglions, des adénomégalies, il y a des implants, à ce moment-là, c'est suspect. Donc, ça, c'était pour vous montrer la différence. Je crois que j'en ai déjà parlé. Comment est-ce qu'on peut différencier entre myome et sarcome? Et ça, c'était un cas de sarcome qu'on avait eu dans les services. Je n'ai pas mis le cas comme le nom, mais on avait un utérus qui était un peu bizarre. C'était un peu en hypertère. On se pose la question. Mais à la fin, on s'est dit que c'était un myome qui est peut-être rémanié. Mais quand il y a eu l'opération de la patte, ça nous a dit que non, c'était un sarcome. Et en bas, c'est le premier cas qu'on avait eu avec des utérus globulés. Bon, ce qu'il faut retenir pour le myome, je crois que le gynécologue est là, il va nous le dire. Il y a des critères de résection des myomes sous-muqueux, comme je l'ai dit, qui sont très importants, le 0, le 1, le 2 et le 3. C'est-à-dire quand la taille est inférieure à 5 cm, avec un liseré de sécurité qui est myométrique supérieur à 5 mm, au moins 5 myomes, pas des myomes interstitiels accolés, là, c'est un critère pour resecter le myome. Tandis que quand il y a le contraire, c'est-à-dire que quand la taille elle est supérieure à 5 et que le liseré est inférieur à 5, à ce moment-là, il y a quand même, on se pose la question pour l'opération. Par exemple, l'image ici, vous voyez le myome là, il est myome FIGO 2. Vous calculez les mesures de sécurité en prenant le bord du myome jusqu'au niveau de la séreuse utérine. Ça, c'est le liseré de sécurité. Et puis, s'il y a un autre myome à coller, il faut dire, et le myome ici, il mesure combien? Donc, il doit être inférieur à 5 cm et le liséré doit être supérieur à 5 cm. Je crois que le gynécologue est là, il va nous donner de plus en plus d'explications sur ça. Donc, en résumé, quand on a un signal T2 du myome, quand il est en hyposignal, T2, c'est rassurant. Mais quand il a un signal intermédiaire, à ce moment-là, il faut se poser, est-ce qu'il y a un hypersignal T1? Ça, c'est la nécrobiose. S'il n'y a pas d'hypersignal T1, là, il faut voir si c'est en hyposignal diffusion. Là, c'est rassurant. Si ce n'est pas en hyposignal diffusion, il est en hyper, à ce moment-là, il faut voir l'ADC. Si l'ADC est inférieur à 0,8, ah, c'est un sarcome. Si c'est supérieur à 1,2, c'est un myome. Mais il faut bien vérifier aussi les autres critères. Quand c'est en hypersignal T2, il faut voir le GADO à ce moment-là. Si ça ne se rehausse pas, donc c'est kystisé. Et si ça rehausse, ça peut être myxoïde, même cellulaire. Donc ça, ce sont les cas de myome que j'ai essayé de mettre dans un cas de myome 0 qui a accouché, qui était au niveau du col utérin. Un myome avec une dégénérescence hyaline qu'on avait vu avant. Un myome en nécrobiose qui est en hyper, vous voyez, c'est bien, on voit ça souvent en cas d'infarctus. Et il y a aussi d'autres exemples qui sont là et le tableau qui peut nous aider pour comprendre. Donc, en conclusion sur les myomes, comme on a vu, donc quand on a une masse utérine qui est atypique, myome qui peut être typique ou atypique, quand il y a des adénomégalies, c'est suspect. Quand il n'y a pas, il faut voir le signal en T2. Si le tunnel est en hypo, c'est rassurant, c'est bénin. Il faut voir la diffusion. Si la diffusion il est en signal bas ou intermédiaire, ça peut être bénin. Mais quand c'est inférieur, là, il faut faire attention, c'est suspect. Mais quand ce n'est pas inférieur, à ce moment-là, c'est bénin. Donc, ce qu'il faut retenir, en hyposignal T2, hyposignal diffusion, c'est rassurant quand tu as une tumeur tissulaire de myomètre. Et surtout quand le signal aussi de la diffusion est inférieur à celui de l'endomètre. En terminant les myomes, il faut savoir qu'au niveau des myomes, ça peut se greffer aussi des greffes d'endométriose, des implants endométriosiques. On a ce qu'on appelle l'adénomiose. Donc, on avait un cas d'un patient qui avait de l'adénomiose et cette adénomiose, elle était, comme vous le voyez là, postérieure et la vascularisation était un peu radiaire. Et cette patiente, elle a eu une IRM et l'IRM, vous voyez bien, on avait une adénomiose qui était un peu asymétrique et il y avait à l'intérieur des images kystiques qui sont des glandes sous-endométriales qui apparaissent en hyper T2 qu'on appelle les cryptes sous-endométriales. Mais à part l'adénomiose, on peut avoir aussi de l'adénomiose qui est externe. L'adénomiose peut être interne, externe, superficielle ou profonde. Donc, en bas aussi, ça c'est un autre cas d'adénomiome.
excusez-moi, d'adénomium qui avait une vascularisation qui était périphérique. Et en IRM, l'adénomiose externe, on a fait une IRM, ces patients-là, on a trouvé que l'adénomiose, c'était bien l'adénomiose, il y avait des implants hémorragiques à côté et des cryptes en hypersignal T2. Et la dame, elle avait autre chose, elle avait aussi un kyste qui était simple, lutéal, hémorragique. Il n'avait aucune valeur. Donc, l'adénomiose, comme le tableau ici le résume, donc, comme j'ai dit, ça peut être superficiel, profonde, ça peut être antérieur, postérieur. Donc, il faut toujours voir, il faut mesurer la zone jonctionnelle. Cette zone jonctionnelle qui correspond au myomètre interne, il peut être épaissi par rapport en antérieur ou en postérieur. Et il faut voir s'il n'y a pas d'autres pathologies parce que la dénomiose peut être accompagnée aussi d'endométriose profonde. Je passe sur les ovaires. Donc, les ovaires, je me suis dit, avant de parler des cas cliniques de l'ovaire, il fallait quand même faire un petit rappel sur les ovaires. Donc, ça, c'est l'ovaire avant la puberté. Vous voyez, il y a bien en période d'activité génitale, on voit bien qu'il y a des follicules avec un des follicules qui arrive à maturation. Et chez la femme ménopausée, vous voyez, c'est atrophique. Il n'y a pas beaucoup de follicules, d'ailleurs, on n'en voit pas. Et on dit qu'en période d'activité génitale, quand il y a un kyste qui est inférieur à 5 cm, il n'y a pas question de faire des contrôles, tandis que quand c'est entre 5 et 10, il faut faire un contrôle à 2 à 3 mois. Mais si ça persiste ou c'est plus de 10 cm, à ce moment-là, il faut faire une IRM. Tandis que chez la femme ménopausée, il faut voir toujours l'endomètre, l'épaisseur doit être inférieure à 5 mm. Chez une femme en période d'activité génitale, quand c'est plus 5 mm, c'est pas inquiétant. Sauf si la femme est sous tamoxifène, à ce moment-là, on peut tolérer 8 mm. Et l'endomètre, on s'est dit comment il faut savoir comment est-ce que ça se présente quand il est normal dans les différentes phases. Parce que vous savez bien, dans les cycles, il y a la phase folliculaire, il y a la phase sécrétoire et la phase d'eau. Dans la phase folliculaire, on voit bien comment est l'endomètre par rapport à la phase sécrétoire. La phase sécrétoire, vous voyez un endomètre qui est vraiment très épaisse, qui est hyper écogène. Et là, on voit même l'endomètre qu'on peut suivre même la ligne cavitaire qui est fine, qui est régulière. Et à part ça, il faut voir aussi l'état des ovaires. Donc, à partir de J8, on a un phénomène de recrutement des follicules. Vous voyez, il y a plein de follicules. Et quand on arrive vers le 14e jour, on a un follicule dominant qui, euh, qui part à maturation. Quand on n'a pas le follicule dominant, c'est à un moment-là, on a le kyste. Et le kyste, on parle du kyste à partir quand c'est supérieur à 3 cm. Inférieur à 3 cm, c'est pas un kyste, c'est un follicule dominant ou c'est un corps jaune lutéal qui est là à la phase lutéale. On a le corps jaune qui présente une vascularisation périphérique et à l'intérieur qui a des échos qui sont des dépôts de fibrine qui ne prend pas du Doppler. Et la paroi est souvent épaisse à cause de l'utilisation de ces cellules. Et il faut savoir que chez les femmes qui sont sous-stérilées, on peut avoir des atrophies qu'il faut savoir, comme on a chez la femme qui est ménopausée. Ça, j'en ai parlé, et ça, c'est pour les ovaires, c'était seulement pour bien retenir. Et on voit l'ovaire en période d'activité génitale avec des follicules. Chez la femme ménopausée, vous voyez comment ouais, et quand il est en périménopause, pardon, il est encore un peu bien visible, mais les follicules commencent à diminuer, mais en ménopause, il est atrophié. Donc, les ovaires en IRM, on voit les ovaires, les follicules qui sont en hypersignal T2, avec la séreuse, le contour externe de l'ovaire. Et on sait que l'ovaire, il contient un épithélium de surface. À part l'épithélium de surface, l'ovaire, il a aussi les cellules germinales et les cellules stromales. D'où, maintenant, comme il a l'épithélium des cervelles, on a des tumeurs épithéliales. Il y a les stromas, qui a des tissus fibrés, les cellules de cordon, on appelle les cellules germinales, stromales et les cordons cellulaires. Et sans oublier, on peut avoir toujours des métastases. Et là, on a essayé de détailler un peu les pathologies qu'on voit dans les épithéliales, dans les germinales, tout ça, ça c'est à regarder calmement. Les cas cliniques en ce qui concerne l'ovaire, on a eu un cas d'une dame de 35 ans, P2, G2, donc deux grossesses, deux enfants, algie pelvienne droite. Cette dame, elle a déjà eu une ovarectomie et elle est venue pour des douleurs pelviennes latéralisées à droite. Donc, elle a eu une échographie que vous voyez là. Donc, elle n'a plus d'ovaire à gauche. On voit l'ovaire droit. Et l'ovaire droit, on voit qu'il y a une formation kystique qui est uniloculaire, qui a contenu liquidien anéchogène, sans cloison, sans végétation, sans portion solide. Donc, elle est rassurante. Mais cette dame, elle a bénéficié d'une IRM. L'IRM chez cette dame n'était pas obligatoire,
mais il a été réalisé sous assistance du gynécologue. Donc, le gynécologue voulait carrément avoir une IRM. Cette patiente, il y a un problème de désir de grossesse. Ce kyste-là, c'est un kyste qui a été contrôlé 3 mois après, qui était persistant, tout ça. Il voulait vraiment une IRM pour exclure, pas le kyste, mais il voulait savoir s'il y avait de l'endométriose derrière, ou bien s'il y avait d'autres pathologies derrière. Effectivement, quand on lui a fait une IRM, on s'est rendu compte que cette dame, elle avait de l'adénomyose. Quand on est revenu sur l'échographie, on a vu effectivement, il avait de l'adénomyose postérieure. Ça, c'est le cas de Madame A qui a 38 ans, qui vient pour douleur pelvienne. Cette dame, comme toujours avec les questionnaires, qui a répondu au questionnaire, et on lui a fait l'échographie, comme vous le voyez là. Et sur l'échographie, elle avait une utérus qui était rétroversée et il y avait une formation kystique qui était là et qui avait un niveau liquide. Et une paroi qui nous paraissait quand même un peu épaisse. On s'est posé la question, c'était un kyste encore jeune, c'était un endométrium, on ne savait pas trop, donc il a bénéficié d'une IRM. On a fait une IRM, en faisant l'IRM, on est tombé sur un kyste que, comme vous voyez bien, qui est un kyste euh, endométriosique au niveau de son ovaire, qui était en hypersignal terre et qui persistait après saturation de gauche avec un effet shading. On s'est dit non, ça va être un kyste. Nous, quand on fait l'échographie pour les femmes, on peut aussi les reins, surtout ceux qui viennent pour des recherches d'endométriose, tout ça pour ne pas tomber sur une hydronéphrose ou bien une dilatation urétérale qui peut être aussi une découverte dans le cadre d'endométriose. On a déjà eu des cas comme ça. Et en regardant son IRM, vous voyez bien, il y a un endomètre qui épaissit, il y avait aussi de l'adénomyose. Donc finalement, ces kystes qui avaient un niveau liquide, on s'est dit que non, ça doit être une endométriose, un kyste endométriosique, pardon, ovarien droit, euh, qui, euh, qui avait un niveau liquide, dont il y avait des discussions, on s'était dit que ça peut être probablement qui était inflammé. Mais en regardant la diffusion et la cartographie d'ADC, elle était rassurante. Toujours la même patiente qui avait ce kyste-là, en regardant maintenant, en cherchant, on s'est dit non, comme elle avait de l'endométriose, il fallait aller chercher l'endométriose profonde. Donc, elle avait de l'endométriose profonde. Comme là, vous voyez, il y avait l'atteinte d'utérus, il y avait l'atteinte des ligaments utérosacrés en proximal, et elle avait un myome qui était vraiment sous-muqueux. Donc, en fait, cette dame, elle avait quand même des associations lésionnaires. Donc, c'est-à-dire que quand on vous adresse une patiente pour recherche des myomes ou des fibromes ou de l'adénomyose, il faut vraiment aller loin. Surtout quand vous tombez sur une endométriome ovarien, il faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas de l'endométriose profonde? Donc, quand il n'y a pas d'endométriose profonde, il faut regarder sous-péritonéal antérieur, il faut regarder sous-péritonéal postérieur, il faut regarder s'il n'y a pas des adhérences, s'il n'y a pas d'implant, si le torus n'est pas atteint, si le digestif n'est pas atteint en contact. Troisième cas, c'est une dame de 41 ans qui nous est adressée pour douleur pelvienne à type de crampes de dysménorrhée et qui a bénéficié de l'échographie que vous voyez présente là. Et sous cette échographie, on est tombé sur une volumineuse masse. C'est une infirmière qui sortait des gardes, qui nous a appelé, oh non, j'ai des douleurs, des crampes, j'ai mal au ventre, je peux même pas faire une échographie. Donc, on apprend directement, on fait l'échographie. Et on tombe sur cette masse euh, qui était volumineuse, qui était annexielle, ovarienne gauche. À droite, il n'y avait rien. Et son utérus, comme vous voyez, il avait une utérus globulé avec plein d'implants. Et on s'est dit, excusez-moi parce que je n'ai pas pu enlever son nom. J'ai eu du mal à enlever le nom, donc vous voyez le nom de la patiente, je suis désolée. Et finalement, la dame, après quelques minutes, après notre échographie, comme elle avait des crampes et tout ça, elle a eu des douleurs très intenses et finalement, il a fait une torsion de ce kyste-là. Elle a fait une torsion de ce kyste-là après et elle a été opérée. Elle a été opérée. Bon, là, moi, je suis partie, je n'ai pas la suite. Donc, j'aurai la suite à mon retour. Et là, c'est un autre cas, un dernier cas des ovaires que je vous mets qui est vraiment fréquent. C'est une jeune fille qui est venue pour des caractérisations des masses ovariennes qui avait une échographie et qui nous a été adressée à l'IRM. À l'IRM, on fait l'IRM, on tombe sur des gros ovaires avec plein de follicules.
on s'est posé la question, on s'est dit non, les gros ovaires comme ça, augmenter les tailles, il faut exclure un syndrome d'ovaire polykystique. Un autre cas, on s'était dit aussi que non, celui-là, il avait une masse qui était un kyste simple au niveau de cet ovaire, et l'autre ovaire, il y avait plein de kystes. On s'était dit, ah non, il doit avoir un ovaire polykystique à droite, tel qu'on l'avait décrit à l'échographie. Mais nous, à l'IRM, on s'est dit non, c'est pas un ovaire polykystique, mais c'est un ovaire qui est multifolliculaire, parce que le syndrome d'ovaire polykystique, comme vous le savez bien, c'est pas seulement en échographie, il faut avoir quand même des critères biologiques et des critères cliniques dont nous avons expliqué après par la suite des diapos, après le cas 4. Le cas 4, c'était une dame qui avait une masse ovarienne. Ici, c'était seulement pour insister, comme vous voyez, une cloison. Donc, il avait des polyménorrhées, il n'y avait pas d'antécédent de chirurgie, pas de dyspareunie. Et il avait une masse ovarienne que vous voyez là et qui avait une cloison. Le message ici, quand la cloison il est très fine, il est inférieur à 3 mm, il est régulière, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est-à-dire c'est un aura 2. Tandis que quand la cloison est irrégulière, à ce moment-là, il fait partie des portions tissulaires. À ce moment-là, ce n'est plus un aura 2. Mais le problème, c'est que ce patient, il avait ce cloison, on avait vu que c'était fine, mais quand on a injecté, on voit quand même une paroi qui se rehausse. Le problème, quand tu as une cloison fine, quand la paroi ne se rehausse pas, là, c'est rassurant. Mais quand la paroi se rehausse, tu as rehaussement, là, ce n'est plus un aura 2, ça devient un aura 3. Donc, elle avait un kyste multifolliculaire avec un aura 3. Mais, comme je vous dis, les pathologies, il y a toujours des associations. À part ça, elle avait aussi de l'endométriose profonde. Elle avait de l'endométriose profonde qui a atteint l'utérus, c'est le utérus sacré, et qui était classé comme DPI 1, arrivé après. Donc, les ovaires multikystiques, c'est très important parce qu'on le voit beaucoup à l'échographie et qu'il faut savoir, le syndrome d'ovaire polykystique, on sait bien que normalement, sous l'action de la FSH, il y a l'ovaire qui produit ce qu'on appelle les estrogènes. À la fin de la phase, quand on a la phase lutéale, il produit le corps jaune, il produit des estrogènes. Mais ce qui se passe avec le syndrome d'ovaire polykystique, il y a une action de la AH qui est inhibée et au lieu de produire des estrogènes, il produit d'androgènes et en grande quantité. Ce qui fait que l'ovaire normal, on a des follicules, mais la maturation est tellement on aura beaucoup de follicules immatures qui va donner cet aspect d'ovaire polykystique. Et en macroscopie, ce sont des gros ovaires avec un cortex épaissi et il y a beaucoup de cellules de follicules en périphérie. Et en microscopie, il y a un épaississement des tunicles de la biginée et de multiples follicules kystiques. De toutes les façons, la lymphate est là, elle va nous expliquer. Et à l'échographie, vous voyez, on a des gros ovaires avec plein de follicules. Mais il y a des critères échographiques. Ces critères échographiques disent quoi? Les critères échographiques disent que quand vous avez un syndrome d'ovaire polykystique, il faut que le nombre de follicules soit au moins supérieur à 25 par ovaire. Il faut que le volume soit supérieur à 10 mm, soit supérieur ou égal à 10 mm, et que la surface soit supérieure à 6 cm. Si vous avez ces critères-là, c'est à ces moments-là que vous allez parler d'ovaire polykystique. Mais si vous n'avez pas ces critères-là, il ne faut pas parler de l'ovaire polykystique. Si vous avez en échographie ou en IRM, vous avez des gros ovaires où il y a plusieurs follicules et que ces follicules ne dépassent pas 20 ou bien ne dépassent pas 25, mais vous trouvez quand même que c'est beaucoup, ça arrive à 18, 17 beaucoup, et qu'il y a d'autres critères, par exemple, qui sont en faveur d'un syndrome d'ovaire polykystique. À ce moment-là, vous pouvez dire, par exemple, en échographie, aspect échographique d'ovaire polykystique pouvant entrer dans le cadre d'un syndrome d'ovaire polykystique à confronter aux données cliniques et biologiques. Toujours, ça doit être ensemble. Ce n'est pas que dans un seul examen, directement, vous dites que ce sont les ovaires micro-polykystiques. Donc, ça, c'était un autre cas, c'était pour montrer ces ovaires polykystiques. Et je termine les ovaires en ajoutant des cas de dispositifs intra-utérins, parce que j'ai vu que nous, on nous demande ça beaucoup en échographie. Je ne sais pas l'expérience à Kinshasa, je ne sais pas si on demande aussi pour vérifier que le stérilet est bien en place. Normalement, pour vérifier ce stérilet qui est bien en place, on prend la distance entre l'extrémité distale du stérilet jusqu'au fond utérin. Ça ne doit pas dépasser 2 cm. Là, par exemple, vous voyez l'utérus, le stérilet s'est barré dans le myomètre. Là, il est au niveau cervico-ischémique, comme là aussi. Tandis que là, les deux, là, le stérilet est bien en place.
Donc, les masses ovariennes, comme on sait bien, il faut faire la classification ORAD. La classification ORAD est très importante parce que ça permet ça permet une prise en charge thérapeutique. Le gynécologue est là, il va nous le dire, et qu'il faut bien connaître la classification qui a été faite, comme vous voyez ici, par des équipes qui sont réunies, qui ont fait des études et qui font fait sortir cette classification que l'on applique dans notre pratique professionnelle. Et le score ORAD, il y a au moins 5 scores. Donc, les 5 scores, le premier score dit qu'il y a une disparition en IRM, il n'y a pas de lésion. Le deuxième score, c'est bénin, pas de surveillance. Le troisième, c'est probablement bénin, il faut une surveillance. Le score 4, c'est indéterminé, il faut chirurgie. Et le score 5, c'est malin. Donc, avant toute chose, quand vous avez une masse ovarienne, il faut d'abord savoir si vous avez des implants. Si vous avez des implants péritonéaux, il faut se dire directement, c'est un ORAD 5. Donc, implant péritonéaux égale ORAD 5. Donc, si maintenant, je n'ai pas d'implant péritonéaux, qu'est-ce que je dois faire? Si je n'ai pas d'implant péritonéaux, il faut se demander. D'ailleurs, avant même de penser à l'implant péritonéaux, d'abord, quand vous faites votre examen, que ce soit en échographie ou en IRM, il faut savoir ma masse que je vois, est-ce qu'elle est annexielle ou pas? Est-ce qu'elle est ovarienne ou pas? Et si elle est ovarienne, à ce moment-là, vous appliquez le truc d'oral. Si ce n'est pas ovarienne, vous cherchez d'autres causes. Il y a d'autres causes dans le pelvis qui ne sont pas ovariennes, qu'on connaît bien, qu'on ne peut pas dicter ici, sinon on va passer la nuit. Donc, je reviens. Donc, le score ORAD 5, masse annexielle ovarienne, dès qu'il y a des implants endométriose, c'est un score 5. Il n'y a vraiment pas à discuter du tout. Et quand il n'y a pas d'implant endométriose, il faut se demander, est-ce que j'ai une portion testulaire ou je n'ai pas de portion testulaire? Là, c'est une autre truc. Maintenant, quand il y a des implants péritonéaux, on a dit c'est ORAD 5. Mais quand il n'y a pas d'implant péritonéaux, à ce moment-là, il faut se poser la question s'il y a une portion tissulaire ou pas. Ce cas ici que je vous montre, c'est un cas d'une patiente qui avait une masse ovarienne. C'est en bas, moi, le scanner qu'on avait fait. Et on a trouvé que, vous voyez, il y a plein d'implants. Et l'IRM qu'il avait, l'IRM en bas, c'est pas ma patiente, c'est l'IRM d'en haut. Donc, on avait bien vu en diffusion. Donc, le message, c'est qu'il faut regarder la diffusion pour rechercher les implants. En diffusion, on voit bien les implants, ils sont en hyperdiffusion, comme aussi les ganglions. Et même les ovaires, vous pouvez les voir aussi bien en diffusion quand vous ne le voyez pas. Et vous voyez ici, on voit un gâteau péritonéal, tout ça. Donc, la dame, elle avait une masse, et cette masse, comme il y avait des implants, on l'a classée directement au RAD 5. Maintenant, quand on n'a pas des implants, il faut se demander s'il n'y a pas une portion tissulaire. Qu'est-ce qu'une portion tissulaire? Une portion tissulaire, c'est quand tu as des végétations. Quand il y a des cloisons irrégulières, comme là, vous voyez des végétations, il y a des cloisons qui sont irrégulières, et quand il y a une portion solide. Donc, tous ces trois cas-là, ce sont des portions tissulaires. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des portions tissulaires? Quand il y a une portion tissulaire, il faut se poser la question, est-ce que j'ai des images en hypo T2, hypodiffusion, pour aller vers la bénignité, ou bien est-ce qu'il y a d'autres pas? À ce moment-là, vous êtes obligé de faire les courbes. Les courbes, il y a des courbes de type 1, de type 2 et de type 3. De type 1, il y a un rehaussement progressif, c'est bénin. Le type 2, vous voyez un pic de rehaussement et puis il y a un plateau. Là, parfois c'est borderline, c'est indéterminé. Et les courbes de type 3, il y a un pré-décalage. Donc, le tumeur se rehausse avant le myomètre. Donc, quand vous avez une portion tissulaire, vous êtes obligé de faire les courbes, vous êtes obligé d'injecter les dynamiques et voir si vous avez quelle courbe. Courbe de type 1, vous dites, ah, c'est bénin, c'est score-toi. Quand c'est un courbe de type 2, à ce moment-là, il faut voir, est-ce que la paroi est rehaussée ou pas? Si la paroi est rehaussée, donc c'est un 4. Si ce n'est pas rehaussé, donc c'est un score 2. Donc, là, par exemple, excusez-moi. Oui, là, par exemple, on a un patient, il n'y avait pas de portion tissulaire. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de portion tissulaire. Et quand il n'y a pas de portion tissulaire, il faut regarder. Par exemple, ce cas ici, vous voyez, c'est en hyper T1. Et quand on fait saturation de la graisse, ça s'efface après la graisse. C'était un kyste bénin, c'était un kyste dermoïde. Et ce kyste dermoïde, il suivait selon, il était classé ORAD 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portion tissulaire. Il n'y a pas de portion tissulaire, ce sont les kystes liquidiens purs, les endométriomes et les kystes graisseux. Et ça aussi, c'était un autre cas d'un tératome. Donc, le tératome, vous voyez, le tératome malin ou, mature et immature. Donc, ces kystes dermoïdes,
ils font partie du score aura 2. Donc, ils n'ont pas de portions tissulaires. Il faut faire attention, les nodules de Rokitansky, ils peuvent être tissulaires, ils peuvent se rehausser. Mais quand ça se rehausse, il ne faut pas les prendre pour une portion solide. C'est normalement le nodule de Rokitansky qu'on voit dans les kystes dermoïdes. La troisième tumeur qui est aussi classée score 2, c'est le kyste endométriosique qu'on a vu, l'endométriome. Donc, c'est un kyste qui est liquidien, qui est un peu impur, qui contient du contenu hématique, et ça, c'est classé aussi 2. Ça, c'était un peu une révision pour voir tout ce qui est tissulaire, comment est-ce qu'on le reconnaît en échographie et en IRM, pour voir comment vont les végétations, les états irréguliers, les nodules murales, pour savoir qu'est-ce que c'est une portion tissulaire, parce que c'est très important. Le troisième cas où il n'y a pas de portion tissulaire, à ce moment-là, il faut savoir parce qu'on peut avoir des kystes multiloculaires. Donc, les kystes multiloculaires, ils peuvent être sans composante tissulaire suspecte. À ce moment-là, on regarde est-ce qu'il est uni ou multiloculaire. Là, on avait un cas d'un patient qui avait des kystes qui étaient multiloculaires et qui présentaient des cloisons. Et quand vous regardez après injection, ces cloisons s'est rehaussées. Comme ces cloisons s'est rehaussées, à ce moment-là, sous la séquence de perfusion, on s'est dit que non, c'était un score 3. Un score 3, pourquoi on avait dit quand la paroi se rehausse, c'est un score 3. Mais quand la paroi ne se rehausse pas, à ce moment-là, les cloisons, pardon, excusez-moi, les cloisons ne se rehaussent pas, à ce moment-là, c'est rassurant. Au lieu de dire un truc tissulaire, on peut dire séreux. Quand il y a une portion tissulaire, quand il y a en hyposignal diffusion et en hyposignal T2, ça vraiment, il faut retenir que c'est vraiment bénin. Et c'est souvent, ça peut être des fibromes ovariens. Quand on fait des courbes, à ce moment, les courbes, ils apparaissent souvent les courbes de type 1. Les type 1 qui ont un rehaussement progressif et c'est rassurant. Quand il y a des portions tissulaires, on est vers le score 4 et le score 5. Mais il faut faire attention, quand il y a des portions tissulaires, on peut se retrouver sur un score 3. Donc, à ce moment-là, il faut bien analyser le contenu de la masse. Il y a cet exemple avec une dame qui avait une masse qui était mixte, qui était solidokystique, qui avait des portions qui étaient solides en hypersignal diffusion et qui étaient faiblement rehaussées après injection et qui avait une courbe, comme vous voyez, progressive. Et le score, c'était un score 3. Pourquoi? Parce qu'il avait une portion tissulaire et que cette portion tissulaire était en hyposignal diffusion et en hyposignal T2. Bon, voilà. Et la courbe, elle était de type 1. Une courbe de type 1 est rassurante. Donc, c'était un fibrothécome ovarien. Le score 5, comme on l'a vu, c'est le score où souvent il y a le couple de type 3. Le couple de type 3, c'est le couple malin, comme on l'a dit, il y a toujours un prédécalage. Comme ce cas ici que je vous montre, il y a une tumeur où il y a une portion tissulaire, et cette portion tissulaire, il se rehausse après injection, et il est en hypersignal diffusion, il n'est pas en hyposignal diffusion, donc il n'est pas bénin, et il présente un courbe où il y a un prédécalage, donc il se rehausse avant le myomètre, donc c'est suspect, donc c'est un score 5. Dans le score 5, tu peux avoir une courbe. Il n'est pas dit seulement que tu dois avoir des implants endométriaux, des implants péritonéaux. Tu vas avoir une masse qui est tissulaire et qui se rehausse et qui a une courbe de type 3 et qui est aussi un score 5. C'est un peu pareil pour l'autre cas. Donc, ça, c'était seulement un résumé de tous les cas qu'on a vus. Mais ici, sans oublier qu'on peut avoir aussi des métastases. Il ne faut jamais oublier que dans les ovaires, on peut avoir des métastases. Et les métastases, souvent, sont des masses qui sont solides et sont souvent bilatérales. C'est rare qu'ils soient, ils peuvent être aussi unilatérales, mais souvent bilatérales. On sait bien que les métastases ovariennes, ça peut venir au sein, ça peut venir de l'estomac, ça peut venir du côlon. Donc, il faut surveiller. Et leur courbe, vous voyez, il y a un prédécalage. Et puis, pour les métastases, bon, il y a aussi un contexte, il y a déjà un contexte qui peut aider pour le diagnostic. Donc, en conclusion, la classification orale est basée sur l'IRM. Il a pour objectif de classifier les masses annexielles selon leur risque de malignité. Donc, l'absence de parois et de portions tissulaires fait classer la masse orale 2. L'hyposignal T2 et diffusion est rassurant et en faveur d'une masse orale 2. La présence d'un plan ou une portion tissulaire qui se rehausse selon une courbe 3 fait penser directement à un ORAD 5. C'est ça le message. Et ça, c'est la classification ORAD. Il y a la classification à l'échographie, il y a la classification à l'IRM.
Ces deux classifications, ils sont pareils. La différence est que à l'IRM, on a les courbes de perfusion avec les dynamiques qu'on fait, on a des courbes de perfusion type 1, type 2, qu'on n'a pas à l'échographie. Mais à l'échographie, on a les Doppler. Et le Doppler, il est coté de 1 à 4, c'est-à-dire de 1, les Doppler faibles, 2, 3. Donc, quand vous avez une masse ovarienne, il faut toujours avoir ce tableau. Ça peut vous aider à classifier la masse que vous voyez. Est-ce qu'elle est score 1, aura 2, aura 3, échographique, ou bien elle est aura en IRM aussi. Ça peut vous aider en regardant le groupe, disant aura 1 ou 2 en IRM. Ça, c'est le résumé pour dire que quand vous avez une masse annexielle, je me répète, quand il y a les implants, c'est ORAD 5. Quand vous n'avez pas d'implant, il faut regarder s'il n'y a pas de portion tissulaire. S'il n'y a pas de portion tissulaire, il faut regarder le contenu. S'il est liquidien, graisseux pur, c'est un ORAD 2. Mais les autres, c'est-à-dire quand il n'y a pas de rehaussement des parois, c'est un ORAD 2. Mais quand la paroi commence à se rehausser, c'est un ORAD 3. Mais quand il y a une portion tissulaire, il faut s'assurer. Si c'est hypo-T2, hypodiffusion, c'est rassurant. Si ce n'est pas hypodiffusion, c'est hyperdiffusion, à ce moment-là, il faut faire la courbe de la portion tissulaire. Et si c'est une courbe de type 1, donc rehaussement progressif, c'est un ORAD 3. Si c'est une courbe de type 2, un pic avec un plateau, à ce moment-là, il faut voir le rehaussement de paroi. Si la paroi n'est pas rehaussée, c'est un ORAD 2. Si c'est rehaussé, c'est un ORAD 4. S'il y a une courbe en type 3, ça, c'est suspect. C'est suspect, c'est en ORAD 5. Donc, ORAD 5, c'est masse ovarienne avec un plan, masse ovarienne avec une courbe de type 3. Et je vais terminer avec l'endométriose. L'endométriose, j'ai des cas d'endométriose, mais avant, je m'étais dit, c'est mieux quand même de faire un petit rappel. L'endométriose, c'est une maladie fréquente. 10% des femmes en période d'activité génitale. Il est généralement sous-diagnostiqué malgré des signes cliniques et c'est une maladie bénigne qui a un retentissement majeur. Il y a 4 formes radiologiques. Il y a l'endométriose annexielle, profonde, superficielle. Il y a plusieurs techniques d'imagerie. J'en ai cité ici, mais il n'y a pas que ça. Donc, parfois, on fait l'échographie qui est d'abord l'examen de première intention, qui doit toujours être fait. Et puis, il y a l'IRM. Bon, par l'IRM, on peut arriver même à faire des coloscaners, d'entéro-IRM, les colorétoscopies comme ici. Donc, il faut connaître la place et les apports respectifs de l'échographie de l'IRM, connaître la sémiologie radiologique des atteintes, des sites d'atteinte. Est-ce que mon atteinte, elle est annexielle? Est-ce que j'ai des implants péritonéaux? Est-ce que j'ai une atteinte profonde qui est infiltrative? L'atteinte profonde, est-ce qu'elle est antérieure entre la vessie et l'utérus? Est-ce que mon atteinte, elle est postérieure entre l'utérus et le côlon? Donc, tout ça, il faut avoir un bilan précis. Ça, c'est un rappel pour voir le protocole pour faire l'IRM, on passe. Et les 4 formes, il y a les formes anatomopathologiques, je passe parce qu'on a l'anapathe qui c'est là. Et la sémiologie, vous voyez l'endométriome qu'on a déjà vu dans nos premières lésions, c'est comme une lésion hypoécogène, homogène avec des fins piquetées et qui peut présenter à son intérieur des caillots. Vous voyez, on a des petits caillots là. On peut avoir, et puis on dit qu'on peut avoir des petits spots de graisse aussi. Mais il est caractérisé par sa multiplicité. Il peut être bilatéral, il peut être multiple et tout ça. Et ça, c'est pour parler de l'endométriose profonde. L'endométriose profonde, comme je vous ai dit, devant ici, antérieur, et puis dans le compartiment postérieur. Toujours jeter un coup d'œil. Je ne veux pas entrer dans les détails vraiment de l'endométriose, c'est seulement pour faire un rappel pour les cas cliniques. OK. L'analyse radiologique, donc, quand vous avez l'endométriose, comme je vous ai dit, il faut regarder l'utérus. Vous entrez au niveau de l'endomètre, vous regardez s'il n'y a pas d'adénomiose. Par exemple, ce cas ici, c'est typique d'adénomiose parce qu'on a un épaississement de la paroi du myomètre en antérieur. On a des spots en hypersignal T2. Donc, c'est rassurant, c'est vraiment de l'adénomiose. À part de l'adénomiose, on avait dit les formes. Donc, il faut rechercher si je n'ai pas une endométriose annexielle. Est-ce que j'ai une endométriose annexielle? Oui, j'ai une endométriose annexielle. J'ai cette image nodulaire qui est en hypersignal. Donc, c'est vraiment un endométriome ovarien. Donc, j'ai de l'endométriose annexielle. Est-ce que j'ai l'endométriose profonde? Oui, j'ai l'endométriose profonde parce que j'ai une atteinte au niveau du torus. Et en plus de ça, j'ai l'endométriose superficielle parce que j'ai des petits implants qui sont à la surface de la surface ovarienne. Mais il faut savoir que nous, en échographie, on n'est pas très, très bon pour les implants superficiels. C'est souvent les gynécologues, quand ils font la cystoscopie, ils sont plus, ils voient plus mieux que les implants superficiels par rapport à nous, à l'échographie. Et pour l'endométriose, il faut toujours faire cette classification DPI que j'avais déjà expliqué dans un de mes topos, que
on le fait toujours, c'est-à-dire on a pris le pelvis, on divise par 9 compartiments et chaque compartiment contient des organes. Donc, il faut voir si ces organes-là sont atteints. Et chaque compartiment correspondant à un point. Quand vous avez par exemple le compartiment central ici qui atteint, donc, en avant c'est l'antérieur, ça c'est le compartiment central et postérieur c'est le rectum. Donc, quand vous avez une atteinte qui est médio-centrale et postéro-centrale, vous voyez que vous aurez 2 points. Mais dans tout ça, il faut toujours ajouter une atteinte au niveau, quand c'est vaginal, quand c'est les paramètres, donc il y a une atteinte de l'urtère, il faut toujours rajouter un point dans votre DPI que vous avez eu. Pourquoi? Parce que ça va allonger le temps de la chirurgie. C'est-à-dire que la classification de DPI prédit la chirurgie et la durée d'hospitalisation du patient. Et ça prévient aussi des complications post-opératoires, qui sont souvent des dysuries post-opératoires. Les cas cliniques, j'ai le cas de Madame P, euh, la date de Madame P, qui avait un DU, qui est venue pour dysménorrhée, depuis 2 ans, elle avait des douleurs très atroces. Elle a eu une échographie que je vous montre ici. Donc, à l'échographie, vous voyez bien qu'on a un utérus globuleux. Et cet utérus, il y avait de l'adénomiose qui était diffuse. Et à part ça, cette dame aussi, elle avait des myomes. Donc, elle nous était adressée pour cartographie et on est tombé sur des adénomioses. Et toujours Madame P, on lui a fait une IRM. Et sur cette IRM, ça confirmait notre adénomiose qu'on avait. Ça, c'est une image normale, c'est pour montrer que, oh là là, c'est pour montrer comment est la zone jonctionnelle. Vous voyez, elle est bien symétrique, tandis que là, on voit quand même que c'est épaissi de façon diffuse de 2 côtés. Et que cette dame, comme je vous ai dit, elle avait aussi quelques implants, elle avait des myomes. Donc, quand vous voyez comme ça, à ce moment-là, il faut vraiment être très systématique. En commençant, vous dites que non, je commence par l'utérus, je regarde l'endomètre, est-ce qu'il n'y a pas une adénomiose? Après l'adénomiose, vous entrez dans les annexes, vous regardez les annexes, si je n'ai pas un endométriome ovarien ou pas. Après, vous regardez maintenant au niveau de l'endométriose profonde. L'endométriose profonde pour voir s'il n'y a pas une atteinte du compartiment antérieur, postérieur, médio-central, postéro-central et latéral des paramètres. Donc, elle avait aussi des implants, elle avait de l'adénomiose, elle avait de l'endométriose profonde. Ça, c'était toujours notre patient. On a caractérisé ses myomes parce qu'elle avait des myomes. En fait, cette dame, elle avait beaucoup de pathologies. Bon, pas beaucoup de pathologies. J'ai mis ce cas, c'est pour expliquer que chez une même patiente, vous pouvez avoir beaucoup de pathologies. Donc, quand vous interprétez, vraiment, il faut essayer d'être systématique. Parce que si vous n'êtes pas systématique, vous allez être perdu. Vous voyez un gros myome, vous dites, ah non, moi, je préfère les myomes. Non, non, non. Il y a les myomes. Après, qu'est-ce qu'il y a? Vous caractérisez les myomes, vous entrez, vous regardez les annexes. Après les annexes, l'endométriose profonde, est-ce qu'il y en a? Si vous voyez un kyste ovarien endométriosique, vous dites, ah non, il faut que je vérifie, est-ce qu'il n'y a pas de l'endométriose profonde? Ça, c'est une autre patiente de Madame B qui est venue pour des douleurs pelviennes chroniques, dysménorrhée, dysurie cataméniale et qui a eu une IRM que je vous présente. Et la personne qui avait fait l'IRM avait parlé d'adénomiose interne, que nous, on avait du mal à voir sur cet examen. Et la dame, après, elle a eu une deuxième IRM. Et la deuxième IRM, effectivement, on a vu qu'il y avait une atteinte quand même du torus. Il y avait une atteinte du torus, il y avait une atteinte des ligaments utérosacrés, mais on n'avait pas d'adénomiose. Donc, ça, c'était un diapo toujours pour dire que non, il faut vraiment être systématique, il faut toujours bien regarder. Je ne sais pas défiler les images parce que ce sont des images figées que j'ai prises. Bon, je crois que vous n'êtes pas encore fatigué. Ça, c'est un autre patient. Ça, on voit ça beaucoup. Elle a 14 ans. Elle est venue pour recherche d'endométriose à cause des dysménorrhées, des douleurs qui l'empêchent d'aller à l'école. Et le médecin a demandé de faire une IRM. En faisant l'IRM, comme on a vu les 3 plans, le plan T1 sang avec saturation de la graisse, on voit cette image en hyposignal au sein du myomètre interne, on se dit, ah, ça doit être de l'adénomiose. Donc, on les décrit comme de l'adénomiose. Mais
la patiente est toujours dans la machine. On se discute, on dit non, 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 ça ne peut pas être d'adénomiose. Premièrement, il n'y a pas de spot en hyper. Et ces images-là sont un peu comme des bandes linéaires qui vont de la muqueuse à la séreuse. Ne sont pas bien limitées, ça ne paraît pas. On va refaire un sagittal. On refait un sagittal, tout se nettoie. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez des jeunes que j'ai remarqué de moins de 20 ans, moins de 25 ans, qui viennent pour de l'endométriose, des douleurs, il faut toujours refaire une séquence sagittale T2 à la fin. Donc, vous faites toutes les séquences. À la fin, vous répétez un sagittal T2, vous voyez que ça se nettoie. Donc, c'était des contractions utérines. C'est normal, le myomètre, il a des muscles lisses. Donc, quand on fait l'examen, les muscles se contractent. Donc, ces contractions-là, ça donne ces images-là qui sont vraiment un grand diagnostic différentiel avec l'adénomyose. Madame M, 29 ans, douleur pelvienne bilatérale intense, dyspareunie, douleur cataméniale à la défécation. Donc, cette dame, elle a eu cette IRM que je vous présente. Et on voit bien, il a une utérus qui est en position un peu intermédiaire. Il a, euh, il a un peu des adhérences en postérieur. Alors, on s'était posé la question, on a dit, mais où est-ce on va trouver la tête? On ne comprenait pas. Cette dame, au début de l'examen, je ne vous ai pas mis les images ici, on ne l'avait pas balisée. Et sans balisage, on ne comprenait rien. Après, on a dit, il faut qu'on la balise. Donc, on a mis du gel au niveau du vagin pour essayer de voir un peu si c'était au clair. On voyait le cul de sac vaginal, il était bien, mais derrière, on voyait comme s'il y avait des adhérences. Et quand on regarde les séquences T1 sans et avec saturation, on se rend compte que non, en fait, elle avait quand même de l'endométriose profonde. Il y avait une image qui était rétractile à cet endroit-là. Et derrière le col utérin, il y avait le l'utérus qui était atteint quand même. Il y avait le l'utérus qui était atteint, le ligament hétérosacré qui était atteint, et finalement, elle avait de l'endométriose profonde. Donc, l'atteinte endométriosique profonde, toujours comme j'ai dit, il faut voir les compartiments. Ça, c'était le compte rendu de la dame qui avait plein de myomes, qu'il fallait faire attention et tout. En conclusion, pour ce qui est de l'endométriose, l'endométriose présente un grand poliforme lésionnel. L'IRM, avec une grande précision, permet la topographie des différentes atteintes de l'endométriose profonde, responsable de symptomatologies cliniques très invalidantes, et ça permet un bilan préopératoire précis, mais parfois ça reste limité pour l'évaluation des adhérences et des lésions péritonéales superficielles, comme je vous avais dit, qui est mieux explorée par la celluloscopie. Conclusion pour les myomes. Les myomes, il faut toujours avoir en tête la cartographie qu'on nous a appris et il faut savoir qu'il y a toujours les critères de résection. Si il y a une demande d'intervention derrière ou bien s'il y a un désir de grossesse et tout ça. Donc, tous les myomes qui sont à dos sous le là, intracavitaire 1, 2, 3, il faut toujours les critères de résection qu'on a, il faut toujours le signaler dans le compte rendu, que le milieu, la lisière de sécurité, le mur de sécurité est préservé ou n'est pas préservé, et puis faire la cartographie. Et ça explique comment c'est, en résumé, ce sont toujours, il faut qu'on ait, quand vous pratiquez, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et l'ovaire, pour savoir qu'est-ce qui est ORAD 1 en IRM, ORAD 2, en 3, j'essaie de le résumer là. Mais ce qu'il faut retenir de tout, d'abord, origine ovarienne ou pas, est-ce qu'il y a de la graisse ou du sang, est-ce que la portion est solide ou pas, et il y a le protocole qu'on connaît. Et la suite des images, des topos, des orades en IRM que vous pouvez comparer toujours lors de vos pratiques professionnelles, sans oublier la cartographie dont on a parlé. De la classification ORAD en échographie et en IRM. Je n'ai pas trop détaillé pour le temps. Et ça, c'est une caractérisation facile des masses ovariennes qui donne tous les autres masses, les diagnostics histologiques qu'on peut donner. Je ne suis pas trop entré dans le truc histologique parce qu'on a une dame qui est spécialiste en anapathie. Et les courbes, n'oubliez pas les courbes. Quand vous avez une portion tissulaire, toujours faire les courbes. On a vu des types 1, des types 2, des types 3, qui parlent de la bénignité jusqu'à la malignité, en passant par la phase courbe 2 indéterminée ou borderline. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Anita. Merci. C'était vraiment riche. Vous avez demandé si on était fatigué, on ne l'est pas. On a vraiment envie de continuer, mais bon, c'est le temps, oui, c'est le temps qui nous est pas donné. Alors, je ne vais plus résumer ce que vous avez fait, hein, parce que vous avez vraiment été assez clair. On a parlé des myomes, vous avez donné les caractéristiques des myomes, le rôle du radiologue par rapport
à l'IRM, hein, la caractérisation des myomes ainsi que de la recherche des pathologies associées, le diagnostic différentiel. Ce que j'ai aimé à chaque fois, vous avez donné des algorithmes pour les diagnostics, c'était vraiment intéressant. Ensuite, par rapport aux ovaires, ce que moi j'ai retenu, ce que j'ai aimé, c'était la différence par rapport au syndrome des ovaires micropolykystiques ainsi que des ovaires multifolliculaires. À chaque fois, vous avez donné les différentes caractéristiques. Et puis, ce que l'on ne fait pas parfois, c'est la classification au RAD pour les ovaires. Je pense que chacun de nous a retenu sa part. Et puis, l'endométriose, bon, c'est un peu indigeste de temps en temps, mais bon, on va, on va essayer d'avancer avec ça. Sur ce, je donne la parole à docteur Anabila pour un petit commentaire par rapport à son expertise en tant que gynécologue. Docteur Anna. Ok. Oui, merci pour la parole. Merci, docteur Ngombi, pour ce brillant exposé. Je vais faire rapidement un petit commentaire pour les différentes pathologies. Donc, je disais juste pendant que vous avez eu le problème technique que pour le Oui, tout premier cas clinique, on restait un peu sur sa faim parce que finalement, on n'avait pas la cause de la douleur, donc de la patiente de 35 ans, varices, point d'interrogation, qui ont été par ailleurs exclus. Avec juste un myome, FIGO 4. Et donc, parfois, on est un peu embêté quand on a envoyé pour une IRM de ne pas avoir de réponse parce que la prise en charge, on reste un peu dans l'interrogation. Est-ce qu'il faut investiguer un peu plus loin au niveau abdominal, donc pas pelvien, donc sortir de la gynécologie? Sinon, pour les autres cas des myomes, tout était bien clair. Juste un petit mot sur le traitement dont vous avez parlé. Donc, on sait que le traitement médicamenteux n'a pas vraiment fait ses preuves. Euh, En général, on surveille la croissance. Moi, je propose parfois une échographie tous les 6 mois pour surveiller la vitesse de croissance des noyaux. Je parle plus ou moins, en tout cas chez les patientes qui ont les moyens d'aller à l'étranger, de l'embolisation. Je pense avoir vu Dr Bazebozo dans l'assistance. Il m'avait dit lors de notre dernière rencontre qu'il commençait à pratiquer cette radiologie interventionnelle. Et bon, maintenant, le traitement par excellence, c'est la chirurgie. Évidemment, on n'opère pas tous les myomes, hein. C'est quand il y a la symptomatologie, notamment les ménorragies, qu'on va proposer la chirurgie. Vous avez dit aussi que le- 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 la voie d'accès principale pour cartographier en échographie les myomes, c'était la voie endovaginale. Alors ici, en général, les patientes, elles laissent évoluer la pathologie. Donc, en général, on a beaucoup de patientes avec de gros noyaux, des utérus polyfibromateux, hein, parce qu'on est en Afrique, donc. Et en général, moi, dans ma pratique, je fais les deux. Donc, on va avoir une écho endovaginale où on verra quasi rien parce qu'il y a vraiment des gros myomes. Donc, en général, je commence en abdos et puis en endovaginal. Par rapport à la chirurgie, donc juste un bref rappel sur les voies d'accès. Donc, l'hystéroscopie, vous avez très bien tout expliqué au niveau de la taille des noyaux, donc qui doit être en dessous de 4 cm, voire 5 cm. Le mur de sécurité, ça, l'IRM est vraiment une aide précieuse pour pouvoir décider de cette voie, donc avec un mur qui doit être supérieur à 5 mm. Alors, moi, je ne pratique pas d'hystéroscopie, donc je ne fais pas de myomectomie par voie hystéroscopique ni laparoscopique. Euh, je ne sais pas si mes collègues demandent d'emblée une IRM pour vérifier ce mur-là. Mais j'en parlerai avec eux. Il ne faut pas non plus se lancer dans une hystéroscopie quand on a des myomes qui sont contigus. Alors, en général, on propose une laparoscopie quand on a un noyau unique ou en tout cas quand on a des noyaux peu nombreux, en général sous-séreux. Sinon, c'est la technique par laparotomie. Alors, pour les cas cliniques sur les ovaires, je pense que le premier cas aussi, on avait, à moins que j'ai vraiment été inattentive quelques secondes, on n'a pas eu la nature du kyste finalement en fin de présentation de ce cas. La dame qui avait déjà eu une ovarectomie et qui avait une masse sur l'ovaire restant. c'est un kyste Les autres cas, endométriosique, hein. ah, c'était C'est un un kyste kyste endométriose. Ok, endométriosique. Mm. d'accord. Ok. Les autres cas étaient très clairs et très intéressants.
Pour la classification, les scores ORAD, je pense que pour nous, c'est très, très important parce que ça va nous aider dans la détermination du risque de malignité des masses annexielles. Mais moi, j'aime bien quand même dire qu'il faut être réaliste. On est, enfin, en tout cas, nous, je parle à partir de la RDC et pratiquement, c'est très difficile de demander d'emblée des IRM. Donc, en général, on va aller directement en chirurgie et on va passer la main à l'anatomopathologie. Voilà. Concernant l'endométriose aussi, c'était vraiment une belle iconographie et très, très intéressant. J'ai trouvé le 4e cas avec l'adolescente de 15 ans et le diagnostic différentiel entre les contractions utérines et le fait de rajouter une incidence pour pouvoir faire la différence. En tout cas, c'était de très, très beaux cas. Merci, docteur. Merci. Oui, merci, docteur Anna. Alors, il y a une question. On demande dans quel type de myome faut-il envisager une embolisation? Alors, je sais que vous Alors, ne faites pas de l'imagerie interventionnelle. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a, il y a quelqu'un qui peut nous aider. Je ne sais pas, docteur Bazebos, professeur Bazebos aussi, il est là. Je l'ai vu tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Mais sinon, en tant que juste pour gynéco, répondre qu'est-ce que vous deux pouvez nous secondes, dire? oui, en tant que gynéco en général, je vais parler d'embolisation aux patientes qui sont réticentes à la chirurgie, mais qui présentent des ménorragies. Donc, je leur parle de ça si elles veulent avoir le temps de réfléchir, pour leur dire que déjà, je voudrais les soulager au niveau clinique. Je leur dis aussi que ça peut être aussi euh, une première étape avant la chirurgie pour que la chirurgie soit moins hémorragique, euh, pour essayer de diminuer un tant soit peu le volume des myomes. Mais je leur dis que c'est vraiment quelque chose de transitoire. Voilà. D'accord, merci. Docteur Kassoro, vous êtes là? Docteur Oui, je suis Aline, là. Oui, oui, je suis là. oui, Alors, anatomopathologiste, on attend votre contribution, merci. oui, merci, docteur Boula. Merci, docteur Anita, pour l'exposé qui a été très, très, très riche. Alors, je vous ai suivi. Je suis allée par rapport, j'ai suivi tous vos cas en allant des cas qui ont trait à l'utérus, aux ovaires et un peu l'endométriose. Je n'irai pas cas par cas, mais je vais essayer de parler en résumé un peu de chaque pathologie bien spécifique. Alors, en ce qui concerne d'abord l'utérus avec la pathologie myométrale, donc les myomes, ce qui est vrai en anapathie, nous recevons des utérus qui peuvent être polymyomateux. Donc là, on a fait une hystérectomie. Elle peut être interannexielle ou totale. Et on peut aussi recevoir des noyaux myomateux. En tout cas, si on peut en enlever, autant qu'on en enlève, on nous les envoie. Et en anatomie pathologique, on va commencer d'abord par l'examen macroscopique, donc l'examen externe. Et nous allons ouvrir cet utérus polymyomateux, si c'est le cas d'une hystérectomie, et nous allons essayer de situer la position des myomes au niveau de la paroi du myomètre. Donc, essayer de voir déjà macroscopiquement où est-ce qu'il se situe. Parce que, par exemple, pour les cas de ménorragie, ils sont souvent sous-muqueux. On peut les retrouver. On peut déjà évoquer des terrains d'adénomiose par des foyers noirâtres, faisant penser à des foyers hémorragiques. On peut avoir des zones assez noirâtres qui nous font penser aussi à des zones calcifiées. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la macroscopie quand nous recevons une pièce d'hystérectomie. Quand nous recevons des noyaux myomateux, nous constatons d'abord qu'ils sont souvent encapsulés, et quand nous faisons la macroscopie interne, donc à la tranche de section, nous avons une fasciculation. Donc nous avons une surface fasciculée de couleur blanchâtre,
Et des fois, à la coupe, nous avons des crissements, déjà pour nous dire que le myome est calcifié, parfois même hyalinisé. Donc, ça, c'est pour la macroscopie. Alors, à l'examen microscopique, nous pouvons avoir plusieurs types de myomes que nous appelons d'abord plus léomyome, comme nous savons que c'est une prolifération de cellules musculaires. Selon l'histologie du myomètre, nous avons plus la grande composante en grande partie, ce sont des fibres musculaires. Et quand nous avons des léomyomes, donc prolifération léomyomateuse, des fibres musculaires lisses, on peut en avoir de plusieurs sortes selon l'examen microscopique. Alors, on peut avoir des léomyomes vasculaires. Donc, à l'intérieur de ces léomyomes, nous avons beaucoup de vaisseaux. Là, nous parlons des léomyomes vasculaires. Nous pouvons avoir les léomyomes cellulaires où nous avons une forte prolifération où le tissu est très dense en cellules. Et souvent, nous faisons très attention dans ces cas au nombre de mitoses. Parce que quand le nombre de mitoses est très élevé, on peut aller vers une lésion borderline, donc à la limite de la malignité vers le léomyosarcome. Mais il y a plusieurs aspects que nous recherchons aussi. Pour dire que c'est un léomyosarcome, on doit avoir les plages d'hémorragie, nous devons avoir la nécrose, nous devons avoir les atypies cellulaires et bien sûr un nombre de mitoses assez élevé. Et la lésion aussi borderline qu'il y a avant d'atteindre le léomyosarcome, nous avons aussi le léomyome bizarre. Nous avons des cellules assez polymorphes avec des mitoses augmentées, mais qui restent encore assez, c'est pas une lésion diffuse, infiltrante. Nous n'avons pas de nécrose. Nous regardons toujours le nombre de mitoses. Donc ça, c'est par rapport au myome. Et on sait situer quand nous avons nous recevons des pièces d'hystérectomie, nous savons situer les myomes. Ils peuvent être sous-muqueux, ils peuvent être séreux, ils peuvent être intramurales. Et en ce qui concerne l'adénomiose, c'est tout simplement que le tissu endométrial, qui est celle qui recouvre la cavité utérine, a tendance à aller dans le myomètre et ça peut avoir plusieurs plages de profondeur, comme ça peut être sous-muqueux, comme ça peut être profond. En ce qui concerne l'adénomiose, nous savons reconnaître le tissu endométrial dans le myomètre. Et souvent, ces dames ont des douleurs, surtout pendant les menstruations. Elles peuvent avoir beaucoup de douleurs et nous, quand nous avons des terrains d'adénomiose, on peut voir de l'hémorragie. Nous reconnaissons le tissu endométrial, mais nous avons aussi les plages d'hémorragie. Et vous avez parlé de la nécrobiose, c'est tout simplement que nous avons une prolifération léomyomateuse tellement intense que le centre de la tumeur n'est plus irrigué. C'est aussi parce que ces cellules qui prolifèrent, elles sont en train de réduire le tissu conjonctif, le tissu de soutien de la tumeur, qui fait que les vaisseaux, ils seront détruits, ils ne seront plus présents et souvent le centre de la tumeur n'est plus irrigué. Et souvent, ce terrain de nécrobiose est souvent central, donc au niveau même central par rapport au myome. Ça, c'est ce qui concerne l'utérus. Alors, vous avez parlé des fibromyomes, des lipomyomes. C'est tout simplement qu'en association à la prolifération léomyomateuse, nous avons aussi du tissu adipeux. Nous pouvons aussi avoir du tissu fibreux. Donc, selon que c'est en association, nous ajoutons fibromyome ou lipomyome. Alors, pour les ovaires histologiquement ont trois tissus. Nous avons le tissu épithélial, nous avons le tissu de soutien, qu'on dit le stroma ovarien, et nous avons le tissu germinal. Alors, dans la pathologie ovarienne, nous avons les pathologies non tumorales et les pathologies tumorales. Et dans les pathologies non tumorales, par rapport au cas dont vous nous avez parlé, il y a les kystes folliculaires et il y a aussi les ovaires polykystiques. Donc, il y a les micropolykystiques et les macropolykystiques.
Les micropolykystiques, bon, tout cela, généralement, en anapathe, nous restons sur ovaires polykystiques. On peut bien évoquer le macropolycystique si le gynécologue nous dit quelque chose sur les éléments échographiques. Des fois, nous avons ces difficultés-là. Les cliniciens ne sont pas très parlants dans les bancs d'anatomie pathologique. Nous pouvons certes rester sur des mensurations, sur un nombre. Le nombre aussi nous aide beaucoup pour donner le diagnostic d'ovaire polykystique. Mais quant à dire micro ou macro, souvent nous demandons que le clinicien mette lui-même en musique avec les éléments échographiques. Alors, sur le point anatomopathologique, un kyste folliculaire, généralement, nous avons une cavité kystique dans un stroma ovarien bordé par des cellules épithéliales de type folliculaire. Déjà, ça nous oriente vers un kyste folliculaire. Et nous pouvons avoir, à part le kyste folliculaire, nous pouvons avoir le kyste du corps jaune, où nous avons des cellules, les cellules qui bordent le kyste sont des cellules granuleuses décidualisées. Nous pouvons avoir le kyste dermoïde. Généralement, c'est un kyste souvent uniloculaire qui contient les annexes de la peau. Nous pouvons avoir du tissu graisseux, nous pouvons avoir des cheveux, nous pouvons avoir des ongles. Et ça, c'est déjà la macroscopie. Donc, quand la pièce nous arrive, nous faisons les tranches de section et nous avons tous ces détails-là. Donc, déjà, à l'examen macroscopique, nous pouvons parler d'un kyste dermoïde. Et bien sûr, on va confirmer à la microscopie en voyant toutes ces annexes. Dans un kyste dermoïde, on peut voir du tout. On peut voir des glandes, on peut voir du cerveau, du tissu nerveux. On peut retrouver beaucoup de choses. Alors, pour le kyste chocolat, que nous appelons l'endométrium ou le kyste endométriosique, quand on parle de kyste, souvent nous avons une cavité kystique dans un stroma ovarien. Quand nous faisons la macroscopie, à la tranche de section, nous avons du matériel noirâtre. C'est comme ça qu'on l'appelle même kyste chocolat. Et souvent, quand on voit ça, on détermine déjà que c'est un kyste chocolat, donc un kyste endométriosique. Et il y a aussi l'âge de la patiente qui nous aide. Et quand on va à la microscopie, on peut avoir du tissu endométrial qui borde ce kyste-là. Ce qui est vrai avec l'hémorragie cyclique et qui s'accumule, souvent c'est très difficile de retrouver ce tissu endométrial, mais vous pouvez avoir du stroma et bien sûr des hémosidérophages. Alors, par rapport aux kystes multiloculaires, nous pouvons avoir les ovaires polykystiques, comme je vous ai dit, et nous verrons toujours cet épithélium qui borde ces cavités. Et nous pouvons aussi avoir les cystadénomes. Donc, nous avons les vraies tumeurs. Donc là, nous avons plusieurs cavités avec qui sont, comment je peux dire, des cavités qui ont un tissu de soutien bien fourni. Alors là, nous allons vers un cystadénome. Souvent, ce sont des masses, ce sont déjà des tumeurs. On sait voir les kystes moléculaires, souvent, leur stroma est très fin. Vous avez parlé des técomes et des fibromes. Je fais vraiment un survol. Les técomes et les fibromes. Alors là, nous avons une prolifération de cellules d'allure fibroblastique, donc fusiformes. Le técome, lui, peut ou pas produire des estrogènes, parce qu'on dit técome, donc on fait référence aux cellules técales. Et quand il y a production d'estrogènes, souvent ces dames sont sujettes à des hyperplasies endométriales qui peuvent avoir beaucoup d'impact même sur les tumeurs utérines. Elles peuvent, si ces hyperplasies endométriales sont atypiques, elles peuvent entraîner l'apparition d'un cancer comment je peux dire, de l'endomètre. Voilà. Donc, il y a toute une typologie. Je ne vais pas trop entrer en détail dans cela, mais c'est seulement pour dire que quand nous avons des dames sujettes au técome et au fibrome, au niveau ovarien, souvent, ça impacte aussi au niveau endométrial. Alors, je crois que j'ai survolé et par rapport à l'endométriose, alors, ce qui est vrai,
la plupart des cas d'endométriose, ce sont des dames, quand nous recevons des tissus d'endométriose, ce sont des dames qui sont passées par une laparotomie ou une laparoscopie célioscopique. Et le clinicien nous dit qu'il a vu des implants de couleur noirâtre dans la cavité péritonéale. Bon, ça, c'est vraiment l'endométriose externe, hein, parce que le docteur Anita a parlé des 4 types. Bon, on n'en a pas, on est beaucoup plus dans l'endométriose superficielle, ovarienne et profonde. Et bon, il y a aussi celle qui est externe que l'on peut retrouver sur d'autres organes. On a eu à avoir des endométrioses au niveau de la peau. Il a aussi été décrit des endométrioses au niveau pulmonaire. Bon, dans la littérature, on parle de l'endométriose au niveau cérébral. Il y a eu des cas pareils. Et normalement, le clinicien se sert déjà rien que de la vue macroscopique au cours d'une laparoscopie, une célioscopie, pour déjà évoquer. Quand il nous envoie le tissu pour l'analyser, souvent ils savent déjà que c'est de l'endométriose avec toute la clinique de la dame. Nous sommes là pour confirmer. Mais ce qui est vrai, il faut de plus en plus aussi vraiment faire de la napate parce qu'il commence à avoir aussi les affections fibrotiques, donc nous avons les adhérences. Donc, il est toujours important de ne pas se limiter tout juste à avoir fait une laparoscopie, mais à nous envoyer pour que nous confirmions qu'il ne s'agisse pas d'adhérence ou bien qu'il s'agisse d'endométriose. Parce que les algies pelviennes sont dues à des inflammations, la plupart des infections qui peuvent entraîner des pelvis péritonites et bien sûr de la fibrose et bien sûr de l'adhérence. Donc, c'est toujours bien d'envoyer les prélèvements en anatomie pathologique pour que nous puissions confirmer. Voilà en résumé ce que j'ai pu préparer pour vous selon la présentation de Dr Anita. Merci. Merci beaucoup, docteur Aline. Avant de donner la parole à l'assistance, j'aimerais vous poser une petite question, un éclaircissement. Léomyome, fibrome, myome, finalement, que dire? Léomyome, fibrome, myome, quelle nomenclature devons-nous utiliser? Je fais mon compte rendu, je fais mon examen à l'échographie, j'écris quoi? Léomyome, fibrome ou myome? Ce qui Un est petit vrai, éclaircissement. s'il faut y aller banalement comme ça d'emblée, je dirais que c'est la même chose. C'est simplement que histopathologiquement, moi, je vois qu'il y a deux composantes qui ont proliféré. Je peux avoir et les fibres musculaires lisses et le tissu fibreux à la fois. Le tissu fibreux, c'est ce tissu de soutien de ces cellules-là qui permettent la nutrition de ces cellules. Les deux peuvent proliférer. Donc, ça peut dire fibroléomium. Vous pouvez dire si je retrouve du tissu adipeux. Donc, c'est vraiment c'est de la microscopie descriptive que je vous donne, mais ça reste banalement, on dira toujours léomium. D'ailleurs, souvent, c'est le clinicien qui dit fibroléomium. Nous, on n'en a pas souvent, on aime dire léomium. Et puis, on vous donne les différents types. On peut vous donner les différents types de léomium. D'accord, J'espère merci que beaucoup. je vous ai aidé un tout petit peu. Bon, ça va. On va avancer. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Il y avait deux questions dans le chat, hein. Je ne sais pas si vous pouvez les lire pour l'oratrice principale déjà. Alors, il y a une question, Monsieur Serge Kalombo qui demande, dans votre pratique, avez-vous reçu des cas de syndrome de Meigs? Là, je pense que c'est pour la gynéco. Pour la radiologue aussi. Oui, oui, je peux Personnellement, répondre, hein. non. Ouais. Je peux Tout le monde, répondre. en fait. Oui. Ouais. Le syndrome de Desmond-Meigs, moi, j'ai jamais vu dans ma pratique, mais je sais que ce sont des tumeurs ovariennes qui sont associées à de l'acide avec une pleurésie, un épanchement pleural.
Mais dans la pratique, non, 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 j'ai Non, pas encore, non. Euh, moi non plus, mais il faut nous, nous savoir que c'est une tumeur rare, hein. C'est une tumeur Oui, rare, en général bénigne d'ailleurs, et les épanchements se résolvent après résection de la tumeur. Mais je n'en ai jamais vu non plus. et il nous, est difficile à diagnostiquer, hein. Ouais. euh, nous, en anatomie pathologique, nous avons déjà eu des cas, surtout quand le gynécologue ou le médecin nous fait une bonne clinique sur le banc de demande d'analyse, oui. Je crois de ma pratique, nous en avons déjà eu 2 ou 3. Dernièrement, on en a eu un aussi. C'est surtout quand il y a, ces fibromes-là avec, l'acide. Et là, maintenant, nous fouillons un peu plus, donc nous allons vers, le médecin et en fouillant, on se rend compte qu'il y a toute, la panoplie des autres symptômes et nous concluons à un syndrome. Et Merci. au Alors, niveau encore une... cellulaire, docteur Cassoro, au niveau cellulaire, la tumeur en elle-même, C'est un fibrome, souvent ce sont des fibromes ovariens. C'est une tumeur ok, bénigne. ok. Merci. Alors, l'autre question, dans quel type de myome envisager l'embolisation? Je vois que le professeur Bazebo a répondu. Il dit l'embolisation doit être pratiquée préférentiellement en cas de fibromes multiples, en particulier de siège interstitiel. Le fibrome sous-séreux pédiculé constitue la seule contre-indication en raison d'un risque majoré de complications. Donc voilà un peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, nous allons nous séparer. Et merci à tout le monde et à lundi prochain. Merci beaucoup à tout le monde. Un merci spécial à Dr Anita, qui est arrivée à Kinshasa, je crois, hier très tard la nuit et qui devait préparer cette présentation. Elle a été prise presque à pied levé. Donc, on vous dit un merci sincère qui vient du fond de notre cœur pour votre souci à l'éducation de plus jeunes, mais aussi à vos peers, comme on dit. Et à Dr Anabila, merci. Pendant tous les mois, vous avez été disponible pour lundi parlant radiologie. C'est un prix spécial Merci. pour vous. Et docteur, Merci. ouais. Et docteur Aline, merci également à vous. Vous êtes jeté dans l'eau, c'est une première, mais c'était bien fait. De même avec docteur Bila, la modératrice. Donc, avec cette présentation, nous avons fini la présentation du mois de la femme. Le mois de mai sera consacré aux présentations des célébrations des 3 ans de lundi parlant radiologie. Vous verrez comment le présentateur dans les affiches que nous allons partager. Un grand merci à l'audience. On a de plus en plus de participants, ce qui veut dire que les gens sont toujours intéressés et nous continuons à faire de notre mieux pour trouver les bons présentateurs et on va continuer ainsi. Donc, d'ici là, reposez-vous bien. Comme toujours, le premier lundi, ça sera un repos, le lundi prochain, et puis on aura d'autres programmes. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous-même. À très bientôt. Merci, au Merci, revoir. merci à tout le monde. Je m'excuse encore pour le problème technique. Merci. C'est Au pas facile à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.